Le succès de Saturnine et ses sacrifices effectués au spatioport du mur d'éternité rejoignent dorénavant les espérances du passé. Frustrés mais invaincus, les traîtres intensifient leur assaut sur le palais impérial. Grâce au spatioport de la Porte du Lion, le maître de guerre peut enfin faire pleuvoir ses réserves et ses légions titaniques. Je suis Maesticia et depuis 2011, je critique les ouvrages de Black Library pour le Reclusiam. Bienvenue. Salutations tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 5 du Siège de Terra, Mortis, par John French, publié en avril 2021 en version originale. Alors, petite chose à noter, c'est la seconde participation de l'auteur au Siège de Terra, avec le tome 1, La guerre solaire, donc de John French, et maintenant Mortis. Donc je pense que c'est le seul auteur, à l'exception de Dan Abnett, qui va avoir à rédiger 2 tomes du Siège de Terra. Je compte pas McNeill, étant donné qu'il a rédigé des nouvelles, des novellas, donc là on a vraiment affaire à deux romans, et pas n'importe lequel. Le premier était donc La guerre solaire, qui était quand même le roman d'introduction, donc pas une mince affaire. Et la Mortis, c'est encore, c'est un beau pavé. Je pense qu'il est quasiment aussi long que Saturnine. Mais avant d'aller plus loin, sachez que les différents segments de l'émission sont listés dans la description, afin de vous épargner le spoil, notamment la prochaine section, la mise en contexte, où je vais reparler un petit peu de ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Soyez avertis. Mise en contexte. Alors, suite directe de Saturnine, le tome 4 du Siège de Terra par Dan Abnett, qui nous a relaté la victoire, pour pas dire la seule victoire loyaliste depuis le début du siège, étant donné la pression monumentale qu'exercent Horus et les traîtres sur Terra et le système Sol en général. Vraiment, ce sont des victoires après victoire du côté renégat, mais voilà, Saturnine, l'attaque surprise, mais pas tant que ça, a été quand même une belle victoire du côté loyaliste, même si c'est une petite bataille de remporter par rapport à la guerre qui continue de faire rage et qui continue de dilapider les ressources du palais, que ce soit en termes d'hommes, de femmes, de munitions, de ressources en général. Le palais devient de plus en plus exsangue et de moins en moins capable de tenir, quoi, tout simplement. Voilà, c'est très compliqué. Ce tome c'est aussi la suite plus ou moins directe du tome 53, La mort des titans. Là je parle de l'hérésie d'Horus, où Guy Allais nous racontait les affrontements de Beta Garmon, qui étaient vraiment 100% légio titanique, qui était super sympa. Donc voilà, la comparaison sera un petit peu obligatoire entre John French et Guy Allais en fin d'émission, pour savoir un petit peu lequel des deux quelles sont leurs forces et leurs faiblesses vis-à-vis des légios, parce qu'en fin de compte on n'entend pas beaucoup parler. On entend plus parler que le Mechanicum, et c'est une bonne chose, même si le Mechanicum aussi a une grande part de connexion avec les légios titaniques, mais j'expliquerai plus tard mon point de vue, où les légios, elles ont quelque chose de différent, elles ont quelque chose de beaucoup plus humain que l'Adeptus Mechanicus n'a pas en général. Voilà, en termes de spoil, est-ce qu'on a besoin d'avoir lu avant? Après, non, pas vraiment. Ils sont sur le mur de Mercure, et ils savent que les légios vont débarquer en masse, que les réserves sont un afflux continu, c'est-à-dire que voilà, là c'est fini la finesse, quoi. On oublie la technique ou la tactique en général, tout ce qu'on a pu voir avec Perturabo, notamment dans le passé, avec quand même des mises en situation, des calculs, etc. Non, là c'est le maître de guerre donne l'ordre d'attaquer en masse, comme des bourrins, le mur le plus résistant du palais. Même si ça paraît pas logique, là l'horloge tourne, il faut pas oublier, là on est au tome 5, mine de rien. En tout il y en a une dizaine, dont 3 qui sont liés avec les 3 derniers tomes, mais voilà, on peut dire qu'on est plus ou moins à la moitié du siège, donc les choses s'accélèrent. Donc voilà, sinon en termes de spoil, je pense pas qu'il y ait grand chose à savoir avant. Voilà, c'est la suite, mais je pense que ça peut se lire de façon indépendante aussi. Dramatis Personae. Alors dans ce tome, il va y avoir beaucoup de personnages
Mais le problème, il va plus se trouver en termes de trame scénaristique que de personnages. Parce qu'en fin de compte, on va avoir beaucoup de personnages au niveau des légios. Donc on va avoir la Legio Ignatum, qui sont les guêpes de feu, avec les Princeps Maximus, Princeps Senioris. En fait, chaque princeps a le commandement d'un manipule. Donc c'est un peu comme des escouades, mais pour les titans. Donc il y a notamment Tétrachoron, le princeps Senioris du 6ème manipule, qui est extrêmement badass et qu'on voit tout le long du roman. Donc voilà, on a du côté Solaria, on a toujours la Esha Animoanavi, donc la grande maîtresse, grande mère de la chasseuse impériale, Luxorine Victoria. On va avoir sa fille aussi, évidemment. On va avoir la maison Vironi qui, ce sont des chevaliers en fait. Les Cerastus, les Amigueurs, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais ce sont des types de machines beaucoup plus petites que les titans, mais qui ont énormément d'importance, qui leur servent de garde du corps, on va dire, sur le champ de bataille, donc extrêmement important. Et là, c'est cool de voir un peu des véhicules un peu plus petits, mais qui ont aussi leur force de frappe. Donc, j'ai beaucoup aimé les Armigers. Je rentrerai après un peu plus dans le détail. Donc, évidemment, on a une partie Adeptus Mechanicus avec Vetorel, l'ambassadrice, assez badass, qui use autant du biologique que du mécanique pour s'adresser, donc ça c'est plutôt intelligent. Après bon, je vais skipper, évidemment on va voir Jakatai Khan, Rogaldorn, Sanguinus, un petit peu de Perturabo, mais ils vont être très légers, on va pas aller voir tant que ça. On va voir le retour de Shiban des White Scars, qu'on pensait démonter, mais non, ce White Scars est juste increvable. On voit qu'il y a quelques Blood Angel, mais c'est vraiment superficiel. Argonis aussi, l'Immaculé, l'écuyer du maître de guerre, on l'entreaperçoit. Là où on va avoir pas mal de personnages, ça va être donc l'armée impériale et les personnages impériaux en général. Donc en impérial, on va avoir de nouveau Nyora Sukasen, même si elle aussi elle est assez discrète. On va voir le sous-lieutenant Cole du 5e de Massien. Katsuhiro qui revient, toujours vivant lui aussi, increvable. Dans les personnages impériaux, on va avoir Malcador, mais là aussi ça va être assez discret. On va surtout avoir Kirill Sinderman, lui aussi revient. Andromeda 17, alors elle aussi c'est quelque chose. Euphrati Killer, évidemment. Je rentrerai un peu plus de détails quand on parlera des thèmes ou même dans la difficulté de lecture au niveau des trames scénaristiques, parce qu'il y a un peu à boire et à manger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Armée impériale, j'ai parlé. Personnages impériaux, j'ai parlé. Et après, on va voir les autres, ce qui est dans la catégorie autre. Donc dedans, on va voir All Person. On va voir John Grammaticus. On va voir Basilio Faux, le fameux détenu de la Pierre Noire. Là, ça fait maintenant quelques tomes qu'on le suit, qu'on sait toujours pas à quoi il sert d'ailleurs. On va avoir Actea. Non, Actae, pardon, pas Actea, Actae. Elle aussi, un personnage assez mystérieux qui refait son apparition. Et Lud, le fameux guerrier qui accompagne John Grammaticus, lui aussi, on sait toujours pas d'où il sort, on sait toujours beaucoup de mystères. Hein, tout ce qui transite autour des perpétuels, c'est toujours un peu vaseux, pour pas dire complètement opaque. Mais voilà, donc en termes de personnages, on va avoir beaucoup de thèmes, donc la garde impériale, on va avoir aussi donc des personnages qui plus, on va dire, qui étaient plus perpétuels cabale, on va avoir un peu de Space Marines, mais très peu, et évidemment les légios qui sont au centre du roman. Donc toujours difficile, je sais pas vous, mais moi c'est toujours difficile de savoir qui est qui lorsqu'il s'agit des légios, parce que c'est quand même compliqué déjà de comprendre comment est hiérarchisé. Donc on a le Princeps Maximus, Princeps Senioris, et puis après c'est juste des moderati,
ou des technogures. Donc ça vaut la peine peut-être de faire quelques recherches auparavant pour savoir qui est-ce qui commande, combien ils y sont dans le Titan. Et ça varie évidemment de la classe du Titan. Est-ce que c'est un Imperator, donc les plus gros? Est-ce que c'est un Warhound? Est-ce que c'est donc ça fait beaucoup de différence. Et c'est toujours difficile de se retrouver à savoir qui est-ce qui a la tête, parce qu'il y en a qui contrôlent le bras gauche, il y en a d'autres qui contrôlent le bras droit, l'autre il est... Voilà. Donc les jeux titaniques, c'est toujours un petit peu vaseux parce que c'est pas tant connu et c'est relativement complexe, mais c'est fascinant et ce tome-là va nous expliquer pourquoi et comment les légions sont aussi puissantes et en même temps aussi effrayantes. Thème. Alors, concernant les thèmes, parce qu'il y en a plusieurs, je vais rebondir plusieurs fois sur ce sujet-là, qu'il y a dans ce long roman plusieurs trames scénaristiques. Bon, jusque-là, rien d'étonnant, c'est normal qu'un roman soit scindé en plusieurs histoires, ou des histoires dans les histoires, pour pas lasser le lecteur et pour pouvoir être un peu plus polyvalent et touché, et puis surtout, ça aide évidemment à rendre le siège beaucoup plus réaliste, et de pas uniquement parler des Space Marines, mais de parler des humains, de parler des batailles navales, de parler des stratèges, etc. etc. Jusque-là, on est d'accord. Le hic que j'ai avec ce roman, c'est je trouve qu'il y en a trop. Il y en a trop, et il y en a certaines qui sont soit longuées, soit inutiles. Donc je vais détailler plus dans texte et difficulté. Donc là, je vais expliquer un petit peu comment le roman se découpe. Aussi, une chose importante, c'est que John French a une façon de découper les romans vraiment, comment je pourrais dire, c'est limite une gimmick. C'est-à-dire qu'on a vraiment le, le chapitre avec un sous-chapitre. Ça va nous raconter une partie de l'histoire, puis ça va s'arrêter. Il va y avoir un second sous-chapitre. On va suivre un autre personnage ou un autre groupe de héros. Ça va se terminer et il va y avoir un troisième, peut-être un quatrième sous-chapitre qui va nous permettre en fait de jongler entre les différentes trames scénaristiques. Chose qui fonctionnait extrêmement bien avec la guerre solaire par exemple, ou Prétorien de Dorne. Prétorien de Dorne où on switchait entre l'Alpha Légion, Rogal Dorn et tout ça. Donc là, je me suis dit, bon, bah, ça va être un peu la même chose. Et ça commence comme ça, c'est-à-dire qu'on a 2 ou 3 trames dès le départ. C'est toujours déconcertant un peu, mais ça passe. Ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de thème, on s'attend à voir évidemment les légions, les titans. On veut voir du titan, on veut voir ça. Donc ça commence bien dans ce sens. On voit qu'il y a des scissions, on voit qu'il y a des problèmes à l'intérieur des différentes légions mères. Elles sont pas toutes d'accord parce qu'elles se sont toutes faites plus ou moins péter la gueule sur Beta Garmon, et il y a la moitié qui veut pas les combattre, tout simplement. Et vu que le Mechanicum ça a toujours été un peu pas indépendant, mais oui, ils font un petit peu ce qu'ils veulent dans leur coin, hein. Je veux dire, Mechanicum c'est un peu ils ont un peu ce luxe-là, ce privilège de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et ça plaît pas à Dorn, évidemment. Mais voilà, donc du coup, le premier thème est vraiment la division qu'il existe au sein des légions, chose qui va évoluer de façon positive, parce qu'on a des fortes têtes, comme la Légio Solaria qu'on avait vue dans La Mort des Titans, qui est vraiment, vraiment badass et qui lâche pas l'affaire. Et donc on va avoir une véritable plongée en profondeur des différentes interactions qu'il existe à l'intérieur des titans. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment ce que John French appelle l'incandescence. Donc l'incandescence, c'est, on va dire, la métaphore un peu littéraire, poétique, de la connexion qui se fait entre la machine et l'être humain, ou entre l'être humain et la machine, dans le sens que vous voulez. Mais il y a cette on va dire, cette mini-poésie, si je puis dire, qui rend les princeps et toutes les personnes qui se connectent à l'esprit de la machine vraiment atypiques. C'est-à-dire que ça fait vraiment la différence entre les adeptus du Mechanicus qui remplacent au fur et à mesure des années leur chair biologique par des augmentics, des greffes, des
des prothèses, des scanners, ils remplacent leur corde vocale par autre chose parce que c'est beaucoup plus rapide et productif de communiquer en binaire par exemple, plutôt que d'utiliser le langage biologique. Les sentiments, ce sont c'est plus des défauts parce que ça vient teinter, ça vient modifier le message initial. Ce genre de philosophie qu'a l'Adeptus Mechanicus, l'Adeptus Mechanicus à la fin du 31e millénaire. Mais c'est la chose qu'on ne retrouve pas du tout du côté des légions. Des légios. Parce que du côté des légios, en fait, il faut au contraire être extrêmement fier de son humanité, de sa biologie, parce que rappelons-le que la plus belle machine jamais créée, c'est le corps humain. Et la machine, c'est vraiment son alter ego, quoi. Et on voit qu'il n'y a pas de il faut se rapprocher le plus de la machine pour devenir la machine. Non, il y a une réelle connexion entre l'âme humaine et l'âme mécanique. Et ça, c'est vraiment bien porté par les légions titaniques, car en fin de compte, rares sont ceux qui ont des modifications, on va dire, corporelles et biologiques, et qui conduisent aussi des titans. Donc le fait de se connecter via cette incandescence, il y a une espèce de fusion entre les âmes on va dire binaires et les âmes biologiques, qui est vraiment bien décrit. Donc c'est un thème que moi j'ai beaucoup apprécié parce que ça fait la différence entre, comme je disais, le culte de Mars et les légios. Même si à la fin les légios sont vénérés par l'Adeptus Mechanicus, étant donné que ce sont des machines avant tout, mais ce sont des hommes et des femmes qui les conduisent. Elle est là la subtilité. Et je trouve ce thème très intéressant, c'est pour ça que j'avais adoré la mort des titans de Guy Hallé, parce que voilà, il y avait vraiment cette séparation entre on va dire les deux écoles de pensée. Donc ça, c'est un thème qui m'a beaucoup plu et qu'on trouve tout le long. On sent vraiment qu'il y a une connexion et qu'en fin de compte, ce sont les émotions des humains qui viennent un peu jouer dans la balance. Et pareil, la machine a aussi des émotions. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça un petit peu absurde quand l'Adeptus Mechanicus veut absolument rayer de la carte les émotions, quand on voit que les machines elles-mêmes ont des émotions. Je veux dire, si elles s'appellent Furiosa ou Ignatum, c'est parce qu'elles ont un tempérament colérique ou elles ont un tempérament analytique. Donc elles ont des sentiments. C'est ça que je trouve sympa dans ce thème-là abordé. Un autre thème important, ça va être celui de All Person. Alors, je fais un petit mea culpa et un petit rewind par rapport au dernier tome de Saturnine où il y avait aussi All Person, mais c'était pas le même. Après recherche, All Person, en fait, c'est vraiment dans le futur, ça deviendra une médaille, un titre honorifique, l'un des plus hauts titres honorifiques. Parce que c'est un peu comme un mythe, le All Person. C'est pas une personne réelle, c'est un type de soldat extrêmement courageux malgré des situations qui peuvent paraître apocalyptiques, cauchemardesques et intenables pour le genre humain en général. Chose qui est relativement fréquente dans l'univers de Warhammer. Mais toujours est-il que c'est deux choses différentes. Et le All Person qu'on a dans le tome de Saturnine, en fait, n'a rien à voir avec le perpétuel. Et ça m'a coûté, parce que j'étais complètement... je savais plus de quoi il parle, où est-ce qu'il est. C'était pas le même personnage, je le voyais un petit peu trop bourrin dans Saturnine, mais c'est parce qu'en fait, ce n'est pas le perpétuel, c'est un autre personnage. Ça aussi, à aucun moment donné, c'est clairement expliqué, mais bon, voilà. Toujours est-il que là, dans ce tome-là, John French, avec Mortis, c'est vraiment le perpétuel. Et le perpétuel, la dernière fois qu'on l'a vu, All Person, il était sur Kalt. C'était un fermier, bien tranquille, et Kalt se fait attaquer lors de la croisade des ombres, menée par Lorgar et par Angron, et ils finissent par s'échapper. Alors pourquoi il ? Parce qu'il a une petite équipe avec lui, qu'il appelle l'équipage, et avec un anathème, un objet magique, il déchire la réalité, c'est une espèce de poignard qui lui permet de voyager entre le temps et l'espace, de ce que j'ai compris. Et en fait, lui et son équipage vont essayer de rejoindre Terra et surtout de retrouver John Grammaticus, parce que All Person et John Grammaticus ont des antécédents, étant donné que les deux sont des perpétuels. Bon ben voilà, ce thème-là déjà, il est bien costaud à digérer. Il est intéressant, mais il est surexploité. À mon goût, il est surexploité. Donc, encore une fois, j'essaierai de détailler un petit peu plus. Donc, le thème de All Person, c'est qu'en fait, on va apprendre un petit peu plus qui est All Person, quel type de perpétuel il était.
donc je vais pas spoiler évidemment, mais on va apprendre un peu plus de choses, on va en apprendre un peu plus sur aussi John Grammaticus, sur cette fameuse Erda qui est sortie de nulle part au tome précédent, son implication plus ou moins, et l'implication des autres perpétuels. Moi je vais être franc tout de suite, j'ai pas du tout aimé cette section-là, je l'ai trouvé complètement inutile, mais voilà, c'est un thème qui revient, les perpétuels, ce petit groupe d'humains, on va dire, privilégiés, qui vont essayer de renverser le destin, de faire en sorte que... Alors là aussi, on sait, en fait, même en lisant ce tome, on sait toujours pas s'ils sont plus pour l'empereur, contre l'empereur, parce que il y a à boire et à manger, donc le thème est assez ambigu, on sait juste qu'ils veulent aller sur Terra, pour accomplir quelque chose, mais c'est relativement vague. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre thème ? Ah ben on a le troisième, pour moi c'est les trois principaux thèmes, même si en fin de compte il y a beaucoup plus de trames que ça, c'est Cinderman et Euphratic Killer qui doivent accomplir quelque chose. Là encore une fois, on ne sait pas, c'est relativement vague. Qu'est-ce qu'on va apprendre ? On va apprendre que pour sortir de la prison, ça va être compliqué pour elle, il va falloir qu'elle renonce à sa foi de façon écrite, enfin bref, il y a quelque chose assez un peu, encore une fois, un peu brumeux, un peu ambigu, que j'ai pas vraiment compris, et que l'auteur s'est fait exprès pour que ça reste un petit peu mystérieux, mais là c'est pas mystérieux, c'est juste on comprend pas quoi. On n'a pas la petite étincelle pour nous dire « Ah, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe ». Donc ça, c'est vraiment les trois grosses trames qui vont se partager la vedette du roman. Et à côté de ça, il va y en avoir d'autres. Il va y avoir Shiban Khan, donc survivant des remparts, qui dans un état lamentable, même si déjà avant il était dans un état lamentable, il était à moitié robotique. Le garçon est toujours vivant et il lâche pas l'affaire, jamais un pas en arrière, comme dirait l'autre. Et donc ça, c'est une trame un peu plus Space Marines, même si c'est un Space Marines qui sera seul. Il va vraiment accomplir ce qu'on appelle une traversée du désert, essayer de rejoindre l'avant-poste le plus proche, en fait, le mur qui tient le plus près. Et ça va être une bataille parce qu'il est entre rêve, extrême fatigue, désespoir, hallucination, ce genre de choses. Mais très bien écrite, très divertissante, même si elle apporte pas grand-chose. On va avoir des Dark Angels. Oui, ça y est, les Dark Angels sont là. Mais il y a juste Corsoine et ses boys. Donc autant dire qu'ils sont... par rapport à une légion, on s'entend, c'est ridicule. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et eux aussi vont se retrouver avec une mission qui va être de rallumer l'Astronomican, histoire de rappeler à Gilliman et à Lionel Johnson que sur Terra c'est un petit peu la merde et qu'il faudrait qu'ils se bougent un petit peu le boule avant qu'il n'y ait plus du tout de palais impérial, d'empereur et tout ce qui suit. Donc Orswine, c'est cool, ça fait plaisir de le revoir, surtout que les Dark Angels ils apportent toujours leur petite épice, c'est jamais fade les Dark Angels, ils laissent jamais indifférent, donc ça c'est sympa. Et je pourrais vous parler de Katsuhiro, je pourrais vous parler des amiraux en général de Terra. Bref, il y a beaucoup de trames, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Est-ce qu'ils sont tous intéressants ? Non, clairement pas. Mais bon, ils ont le mérite d'exister et ça va jongler comme ça tout au long du roman. Donc c'est... il y a de très bons personnages. Ça, par contre, une chose que je pourrais redire d'ailleurs, c'est que John French, quand il prend Dorn et qui lui fait dire des choses, je les trouve à chaque fois extrêmement pertinentes, je les trouve extrêmement cohérentes. Je trouve qu'il incarne extrêmement bien le Rogal Dorn, John French. Il est très méthodique, des phrases courtes, mais les mots sont vraiment bien choisis. En tout cas, la traduction, elle est impeccable. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, quoi. J'avais vraiment l'impression d'entendre Dorn prononcer ces mots ou faire ce type de gestuelle avec vraiment un choix de vocabulaire vraiment adéquat. Donc ça a été vraiment très agréable, même si on ne le voit pas beaucoup en fin de compte, le Rogal Dorn. Mais il est toujours là, il est omniprésent, le daron Dorn. Voilà, donc en termes de personnages, ça c'est très, très agréable. Donc c'est vraiment les personnages qui portent les thèmes, en fin de compte, et pas l'inverse. Donc ça c'est quelque chose de positif, même pour les légios, c'est vraiment les princeps qui vont porter les légios. Par contre, qu'est-ce que j'ai compris de l'histoire ? Il y a beaucoup de trames où j'ai rien compris, honnêtement, et ça donne pas spécialement envie de comprendre non plus, parce que
Il y a quelques petites révélations, mais qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça développe, j'ai pas tout compris. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que il n'y a pas de point de vue de la Legio Mortis. Donc là, je vais le détailler un peu plus dans les textes et les difficultés de lecture, mais on va avoir le point de vue loyaliste des Légios, mais à aucun moment donné, on va avoir celui de la Legio Mortis. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le sujet par la suite, mais voilà à peu près les thèmes et les trames qui sont abordés dans ce roman. Texte et difficultés de lecture. Alors, pour un peu plus me défouler ici, je suis toujours content quand je vois un tome qui a plus de 300 pages. Je me dis, voilà, l'auteur il a écrit, peut-être même qu'il a dû être coupé pour que ça puisse rentrer dans les règles éditoriales, pour que ça puisse être édité correctement. Donc je suis toujours content. Surtout quand on a par exemple un Saturnine avec un Danamnet aux commandes, on se dit bon, ouais, c'est génial. Même si j'ai trouvé que Saturnine, il y avait un peu trop de pages à mon goût, c'était quand même relativement agréable, ok, pour pas dire excellent. Quand c'est tombé sur John French, je me suis dit ok, il y a peut-être beaucoup de choses à dire sur les légions titaniques, les légions titaniques. Eh bien non, en fait non, j'ai été extrêmement déçu à ce niveau-là, parce que bien qu'elles prennent évidemment la majeure partie du roman, elles doivent souvent laisser la place à d'autres trames qui, comme je l'ai exprimé un peu plus tôt, n'ont pas su du tout me captiver et m'intéresser. Comme je disais un peu plus tôt, les trois principaux thèmes sont évidemment donc l'Adeptus Titanicus, on va avoir les perpétuels, et on va avoir comment on peut appeler ça, les commémorateurs. C'est la trame commémoratrice en fin de compte qui revient encore une fois sur le devant de la scène. Le côté Légio, il est excellent, c'est-à-dire que je crois que dans tout le roman il y a un seul chapitre qui est entièrement dédié à la Légio et qui est excellent, c'est notamment l'affrontement entre la Mortis, parce qu'on entend bien que Mortis ne va pas être en première ligne, elle envoie d'abord d'autres types d'unités. Là aussi, je ne rentrerai pas dans le spoil, mais c'était excellent. Et en face, les loyalistes vont devoir faire ce qu'ils peuvent pour tenir, tout simplement, quoi. Et on a ce petit décompte aussi qui est assez agréable, qui dit genre 100 mètres à 100 mètres du mur, à 50 mètres du mur, à 7 mètres du mur, pour montrer qu'ils sont de plus en plus proches. Donc oui, côté Légio, il n'y a pas de problème, c'est bien décrit, les personnages sont attachants, surtout si on a lu La mort des titans, on a toujours la connexion avec la Legio Solaria, on connaît leur tempérament, on connaît leur force. Donc c'est agréable de retrouver ce type de personnage. C'est vrai que si vous n'avez pas lu La mort des titans, Mortis, je me demande comment vous pouvez accrocher, hein. Honnêtement, parce que oui, c'est intéressant, mais les personnages, le personnage qui est d'ailleurs un peu plus développé dans celui-là, c'est Tétrachoron, qui s'occupe d'une autre type de titan, extrêmement badass aussi, hein. Mais le fait que ça soit combiné avec la Solaria qu'on connaît mieux, tout simplement, eh bien ça fait que voilà, les personnages, on aime les apprécier dans ce genre de situation, donc c'est sympa. Si vous ne l'avez pas lu, je me demande à quel point vous avez pu vous accrocher au personnage. Mais c'est vrai que Legio Ignatum, elle est très bien décrite, elle est très bien incarnée par John French. Donc là, rien à dire, c'est agréable à lire. Mais comme je l'ai déjà dit avec les romans de John French, quand c'est compartimenté de cette manière-là, il y en a certains ça peut plaire, il y en a certains ça peut déplaire, voilà, tout simplement. Moi je sais que c'est un style qui me plaît, à partir du moment où il y a 2, 3, 4 trames, et que c'est bien réparti, que ça jongle bien, parce que des fois il y a des trames, oui il y a peut-être 5 trames dans le chapitre, mais ça va être une mini-trame, c'est juste pour dire qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, et pour faire avancer un petit peu l'histoire, donc à ce moment-là c'est pas gênant. Mais là les 3 trames dont je parle, elles sont vraiment lourdes, c'est-à-dire que si l'Adeptus Titanicus prend un tiers du roman, il y a un autre tiers énorme qui est pris par les Perpétuels, donc John Grammaticus et Holperson, et un autre tiers qui est pris, bon peut-être pas un tiers au complet, mais une autre grosse bonne partie qui est pris par Cinderman, Fratikiller, etc., etc.
Et là où ça je peux encore l'accepter, je me dis ok, je le tolère, ok, il veut raconter des trucs avec Fratty Killer, fine. Il veut raconter des trucs avec All Person, fine. Sauf qu'il te rajoute aussi Corswain, qui doit rallumer l'Astronomicon. Il te rajoute aussi Shiban, qui fait sa quête solitaire. Il te rajoute aussi Dorn, et du côté comment dire gestion de siège, il y a un petit peu et par contre, et c'est ça le truc, il y a rien côté traître. Perturabo, on le survole. L'amortis, on n'a jamais le point de vue de l'amortis, c'est ça que je disais au début, et là je vais insister un peu plus là-dessus, on ne voit pas l'amortis du point de vue de l'amortis. Mon Dieu, mais comment ça aurait été intéressant de voir comment ça se passe à l'intérieur d'un titan corrompu par le chaos, dévoré par le warp. Une chance que Guy Halley nous avait donné un petit aperçu à son style, à sa manière. C'était pas non plus exceptionnel, mais on avait vu la corruption du titan, de la Vulpa, je sais plus comment ça s'appelle, là, ceux qui étaient les loups de cornes. Ils étaient complètement fous, il fallait massacrer des gens, ils avaient des crânes partout sur leur titan, et ils avaient fait un rituel. On avait vu la corruption d'un titan en titan du chaos. C'était cool. Je dis pas que c'était super bien écrit, mais au moins ça avait le mérite d'exister. Là, il y a rien, on a fuck all niveau Mortis. Alors, d'un côté, je peux comprendre, c'est comme, mais ouais, ils sont tellement badass que on utilise le point de vue extérieur pour rajouter de la menace, rajouter du côté un peu effrayant. Oui, mais non. C'est beaucoup plus intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe du côté du chaos à ce moment-là que du côté loyaliste. On sait très bien que côté loyaliste, il va y avoir une défense acharnée, parce que c'est un peu le thème depuis le début du siège de Terra, défense acharnée. Et point barre, il n'y a pas besoin de... Enfin, on n'a pas besoin d'en savoir plus, quoi. Alors oui, à un moment donné, on va avoir la Légio Sinister qui va venir mettre son grain de sel pour rajouter un petit peu de piment, et c'est très bien, ok. Encore une fois, côté Légio, j'ai rien à dire, mais... Et le point de vue Mortis, il est où? Et il n'y en a pas. Il y en a juste, tout bonnement, pas. Et ça manque cruellement, parce que ça aurait pu empiéter un petit peu plus, par exemple, sur la trame des commémorateurs, qui encore aujourd'hui, là ça fait un petit moment que j'ai lu le roman, mais que ce soit pour All Person, mais si, concernant All Person, ce qu'on va apprendre, c'est pas un gros spoil, c'est juste qu'il va rejoindre John Grammaticus. Après, il va se passer d'autres choses, mais en gros, c'est ça qu'on nous dit, voilà, son équipage, il va enfin retrouver John sur Terra. Quelque chose comme ça. Ok, t'as compris pourquoi il nous a parlé de ça, mais pendant aussi longtemps, est-ce que ça valait la peine de dédier genre 100-150 pages à cet équipage-là, juste pour nous expliquer qu'il traverse différentes dimensions, à différentes époques? C'est mélangeant en plus, et surtout le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas de quel côté il se place, All Person. John Grammaticus, il a toujours été ambigu, on sait jamais où il va, ok. Non, maintenant c'est un fait. Moi, John Grammaticus, je sais plus s'il est blanc bonnet ou bonnet blanc. Mais All Person, maintenant, j'ai l'impression que c'est le même type de personnage. C'est-à-dire que lui aussi, on voit qu'il est pas vraiment pour l'empereur, mais il est contre le chaos. Donc, qu'est-ce que tu vas faire sur Terra alors? Donc après, peut-être que ce sont les autres tomes qui vont apporter des révélations. Je dis pas l'inverse. Mais là, actuellement, dans ce tome-là, ça apporte quasiment rien, quoi. Or, ce temps d'écriture, ces mots, ces pages-là, elles auraient pu être facilement redistribuées pour nous détailler la Légio Mortis du point de vue de la Légio Mortis. Ça aurait été énorme. Et French aurait fait un travail, un travail fantastique, un bon travail, j'en suis sûr et certain. Donc ça m'a vraiment déçu. Donc outre le fait que les perpétuels, ça fait pas vraiment avancer l'histoire, il y a des affrontements avec des Imperial Children, ok, pourquoi pas, une lutte avec les illusions, ok, pourquoi pas, certaines révélations concernant l'empereur, ok, pourquoi pas, mais ça fait pas avancer le schmilblick non plus, quoi. Et je pense que ça prend trop de place dans le roman. Et la troisième trame, celui des commémorateurs, qui est moindre, elle aussi, elle ne m'a pas du tout captivé. Je me suis ennuyé. À chaque fois que je tombais sur Cinderman, je me suis dit, oh là là, je vais encore me taper 10, 20 pages, 15 pages, où je vais rien apprendre. Oui, je suis leur pérégrination, mais c'est tellement mystérieux. La Andromeda au milieu, elle est un peu... comment dire, elle sait mieux que tout le monde de tout. Donc elle sait mieux que Cinderman, elle sait mieux que Fratty, elle sait mieux que tout le monde. Et elle vient un petit peu faire un peu l'élément perturbateur dans cette quête qui, à la base, on comprend pas trop.
Et encore une fois, c'est plusieurs chapitres qui sont dédiés. Alors encore une fois, c'est jamais les chapitres au complet. Hein. Je rappelle que John French, il segmente ses chapitres. Mais c'est des portions, mine de rien, comme je disais tout à l'heure, qui auraient pu être réallouées à Mortis ou à autre chose. Je sais pas. Ou à plus de Légio du côté loyaliste, ça m'aurait pas gêné, mais ça s'appelle Mortis, le bouquin, et on la voit pas, quoi. Bon bref, vous aurez compris à quel point ça m'a frustré. Et à côté de ça, on a quoi? On va avoir Corswain. Et Corswain, là aussi, c'est sous-exploité. Voilà, alors on aurait pu réallouer à Corswain, parce que Corswain, c'est important ce qu'il va faire. Il va quand même essayer de réallumer l'Astronomicon, c'est pas rien, c'est le phare qui guide les vaisseaux dans le Warp. Ok. Et en plus de ça, c'est un Dark Angel. Donc chez les Dark Angels, il y a toujours une espèce un paradoxe, des secrets, des traîtres parmi les loyalistes et des loyalistes parmi les traîtres. Et on le sent bien, et en plus dans ce roman, le côté Dark Angel, il est très très court. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses avec Corswain. Mais le peu qu'il y a, on sent la duplicité des Dark Angels, on sent l'inquiétude, on sent la trahison qui est au bord d'éclater encore une fois au sein même de la compagnie de Corswain. On sent l'urgence, l'état d'urgence des Dark Angels ils ont toujours pas retrouvé leur père, ils savent toujours pas où il est. Alors nous on sait plus ou moins qu'il est en train de faire une espèce de extermination de tous les mondes natifs des traîtres, mais enfin pour l'instant là il est toujours pas là, il est pas là quoi. Donc ça aussi c'est un point important, mais c'est une trame supplémentaire qu'il faut détailler, qu'il faut expliquer. Ça commence à faire beaucoup. Bon, mais là au moins on sait pourquoi ils sont là, pour faire quelque chose. Et ensuite on a quoi? On a Shiban. Alors Shiban, 10 sur 10, super personnage, extrêmement bien, comment on appelle ça, rédigé. Un personnage qui laisse pas indifférent, en tout cas, je le trouve vraiment intéressant. Donc c'est un personnage qui va se retrouver un petit peu à poil, plus d'équipement, complètement dévasté, avec juste sa volonté, en fin de compte. C'est la dernière chose qu'il arrive à traîner sur ses vieilles épaules. Et il va croiser un soldat qui a pris en protection un nourrisson. Donc là aussi, on sait pourquoi. Bon, on va dire pourquoi pas, pour nous rappeler qu'il y a de l'espoir peut-être dans le siège. Toujours est-il que ce soldat est quand même relativement courageux, et Shiban va le prendre avec lui et va essayer de rejoindre l'avant-poste le plus proche. Ça, c'est ce que j'appelle une trame intelligente, c'est-à-dire qu'elle est intéressante dans le sens où elle nous montre le point de vue Space Marine, notamment un Space Marine qui est un petit peu entre hallucination et volonté de faire, c'est-à-dire qu'il voit des anciens combattants, enfin des anciens collègues qui sont morts lui parler, et il y a notamment des scènes d'affrontement qui sont extrêmement bien rédigées, où on sent vraiment que le White Scar, juste avec une barre en métal, il est capable de faire des trucs de fou. Et même si ça apporte rien au roman, ce que ça lui apporte, ça apporte le côté Astartes qu'on n'a pas avec la Légio par exemple, et elle est suffisamment intéressante, elle est captivante, voilà c'est tout, le personnage est attachant, et sa mission est aussi intéressante, donc elle n'a pas besoin d'être forcément super importante pour être intéressante, alors que pour John Grammaticus et Euphrati Killer c'est l'inverse. Je dirais, elle est super importante, enfin c'est ce qu'on essaye de nous faire comprendre, mais elle n'est pas du tout intéressante. Donc finalement, c'est difficile de lui donner une bonne note à ce roman. J'expliquerai plus ça dans la conclusion, mais je le trouve long et pas si bon que ça. Voilà, alors on va me dire oui, mais c'est sûr, après avoir lu Saturnine. Non, c'est même pas ça, ça n'a aucun rapport. Saturnine, c'est Saturnine, je sais faire la différence entre les deux. Et même si j'ai adoré le côté légio, le côté loyaliste en fait, ben, le côté Mortis, il est passé un peu... c'était pas assez, voilà. Le roman est trop long, mais concernant les jeux, c'est insuffisant. Je veux dire, j'aurais aimé avoir plus d'affrontements de les Mortis. Je veux dire, ils ont un équipement qui est complètement différent, les missiles Vortex, les missiles Warp, toutes ces choses-là qui rendent la dynamique de combat de titans différente. Sans oublier qu'il y a aussi les espèces les chevaliers, là, les armilleurs,
les petits chevaliers qui escortent les titans et qui font aussi beaucoup de boulot. La géographie, le terrain qui change d'une seconde à l'autre après une explosion de coups de lance-plasma ou ce genre de choses, ça c'est quelque chose qui est très intéressant quand on parle des légios. Mais voilà, on parle pas assez des légios et on parle trop de choses trop souvent. Ça fait que j'ai trouvé des moments beaucoup trop longs, alors que généralement John French il est plutôt dynamique dans sa façon de rédiger. Il arrive à intercaler les dialogues dans des scènes d'action de façon dynamique et ça c'est le fun. Mais pas cette fois, c'était encore une fois, je répète, côté Legio ça marche bien, mais tout le reste, ce mélange là et sans savoir vraiment où est-ce qu'on va, c'est dommage, on perd beaucoup en qualité. Conclusion. Eh bien, vous l'aurez compris, j'ai été bien déçu. Déçu par le fait d'avoir dilapidé un petit peu le temps d'écriture pour des trames qui, selon moi, n'apportent pas grand-chose, pour pas dire rien. Parce qu'en fin de compte, on sait même pas ce que veulent les personnages de ces trames-là. Cinderman, il sait pas s'il a la foi ou s'il a perdu la foi. All-Person, on sait pas s'il est pour l'empereur ou s'il est contre l'empereur. À un moment donné, les mecs, décidez-vous, on est au tome 5 quand même du siège de Terra, ça serait bien que vous sachiez mais ce que vous voulez tout simplement, quoi. Surtout parce que vous entreprenez des actions, mais on sait toujours pas à quelle fin. Donc extrêmement frustrant de pas avoir vu des thèmes plus développés comme celui de Corsoine et des Dark Angel, comme celui peut-être de Shiban, ou tout simplement d'avoir pourquoi on n'a pas eu le privilège d'avoir le point de vue de la Légio Mortis. Enfin, je sais pas, moi, le bouquin porte quand même leur nom et on les voit quasiment pas, quoi. On les voit à travers les yeux des autres et encore une fois, me sortez pas l'excuse, oui, mais ça leur donne plus de pouvoir, ça leur donne rien du tout. On dirait des fantômes, quoi. Et la Légio Mortis, je m'attendais à, je sais pas, un super princeps badass je sais pas, il y avait tellement de choses à faire. Hein. Comme je disais, là, voir la corruption d'un titan, ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire. C'était quelque chose de fantastique qui aurait pu être décrit et ça aurait épargné des longueurs sur certaines trames qui, quant à elles, ne font pas avancer vraiment le schmilblick et ça, c'est assez regrettable de mon point de vue. Donc, je mettrais 2.5. Je mettrai pas plus, même si clairement John French vaut plus que ça, clairement. Je veux dire, là, je suis pas du tout en train de remettre en cause la plume de John French. Je suis convaincu, même s'il y a certaines longueurs et il y a des passages qui sont, on va dire, un peu mous, John French est très efficace et c'est un auteur que j'aime beaucoup. Là, c'est vraiment ce qu'il raconte qui est pas intéressant. C'est pas la manière dont il raconte. J'ai l'impression c'est comme si on te dit, oh, on va te raconter une histoire. Mais je peux pas te dire le personnage ce qu'il va faire à la fin. Raconte une histoire, mais on sait pas ce qui va se passer à la fin. Comment tu veux raconter une histoire si t'as pas de fin? En tout cas, dans ce tome-là, concernant les perpétuels et les commémorateurs, je vois pas ce que ça apporte. En tout cas, pour avoir utilisé autant de pages pour l'écrire, je trouve que c'est d'avoir surexploité la trame et d'avoir peut-être d'avoir eu un petit peu trop confiance en se disant ouais, ça va intéresser les lecteurs. Bon, en tout cas moi ça m'a pas du tout intéressé, je voulais voir juste la Mortis éclater du titan et bon oui on en a et oui c'est fait de bonne qualité mais pour la taille du roman je trouve ça insuffisant. Donc voilà, après à qui ça s'adresse, voilà, si vous aimez les Titans et l'Adeptus Mechanicus, foncez, faut surtout pas le dénigrer, il y a trop peu de romans sur l'Adeptus Mechanicus, j'en comptais 3 quoi. Il y en a 3, hein, de Dan Abnett, qui se passe au 41e millénaire, La mort des Titans et celui-ci, enfin il y en a pas beaucoup. Donc oui, si vous aimez les Titans, allez-y, foncez. Par contre, qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce roman? À part qu'ils vont briser le mur pour rentrer dans le palais, qui est en fin de compte la suite de logique, quoi. On sait très bien que depuis le début ils ne font que résister, le Loyalistes ils savent qu'ils vont passer les traîtres à un moment donné. Donc on avait le premier rempart avec Gavthorpe, là vous avez le dernier rempart avec John French. Plutôt que de l'appeler Mortis, vous l'appelez le dernier rempart, c'est un peu la même chose, quoi. Donc il est bon, il n'est pas essentiel, mais il est trop long pour être bon. Voilà, il est plus long que bon, malheureusement. Donc voilà ce qui clôt ma conclusion sur Mortis de John French. Et voilà, l'émission touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu.
On est au tome 5, il reste encore 5 tomes à lire. J'espère que vous me suivrez jusqu'au bout dans cette aventure. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez envie de vous exprimer. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.